On recommence. Monique Pinson-Charlot. Bon, je monopolise pas la parole, ça sert à rien, je vous présente pas Monique. Elle me disait en arrivant, en me faisant la bise, qu'elle me remerciait. C'est son retour aux Amis de l'UMA, alors on a une pensée un peu émue, je vais essayer de pas pleurer. Ah oui, parce que pendant des années, ils étaient là, tous les deux. Monique et Michel. Combien de temps ça a duré? 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans, ouais, 10 ans, je sais plus, enfin, tous les ans. Et c'était pas toujours le même thème, hein. Faut pas l'oublier, hein, c'est ça qui est extraordinaire. Ouais, mais bon. Allez, j'arrête là, moi. Je laisse la parole à Cyprien Boganda, journaliste à l'Humanité et membre des Amis de l'Humain. Oui, oui. Oui, est-ce que... Ah, bon. super. Allez, à tout de suite. Bon, bah, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus assister à cette rencontre avec... on s'assoit, on reste debout, comme tu veux. Ah ben moi, je reste debout. Toi, tu restes... Bah, moi aussi, alors. Je suis petite, alors sinon... Je précise en préambule que vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez à notre invité. Je crois que c'est un peu pour ça que vous êtes là. Monique, je vais te présenter, mais c'est vraiment pour la forme, parce que je pense que c'est pas nécessaire. Tu es sociologue, ancienne directrice de recherche au CNRS. Tu as travaillé durant toute ta carrière sur les élites françaises. Peut-être que tu préfères le terme d'oligarchie d'ailleurs. Et tu as écrit aux côtés de ton mari Michel de très nombreux livres dans lesquels vous analysiez, on va dire, pour le dire vite, la conscience de classe de la bourgeoisie et la violence qu'elle exerce sur les dominés, c'est-à-dire nous tous. Et tu viens de publier chez Textuel un livre qui tient à la fois du journal de bord et de l'analyse sociologique. Journal de bord, puisque tu racontes ta participation au grand mouvement social de l'année dernière, contre la réforme des retraites d'Emmanuel Macron. Et analyse, puisqu'il est beaucoup question aussi du regard que tu portes sur le macronisme en tant qu'objet politique et sociologique. Donc le titre dit tout, le méprisant de la République. Première question, directement sur le livre. Ton texte est jalonné de petites phrases, enfin des phrases les plus marquantes des 2 quinquennats d'Emmanuel Macron, depuis son arrivée au pouvoir. Le meilleur moyen de se payer un costard, c'est de travailler. Ou encore, au lieu de foutre le bordel, certains feraient mieux d'aller regarder s'ils ne peuvent pas avoir de poste. Je n'ai pas toutes les citer parce que je pense que sinon ça va nous énerver. Première question, qu'est-ce que ces phrases disent selon toi ? Évidemment de la façon dont Emmanuel Macron, mais plus généralement la manière dont l'oligarchie voit le peuple et le monde. Ben, d'abord, merci à toi, Cyprien, de bien accepter. Mais il faut que tu parles un peu plus doucement, parce que sinon, j'arrive pas à suivre. Il faut que tu penses. Je vais parler beaucoup plus lentement. Que j'ai 77 ans. Hein, voilà. Alors, mais par contre, j'ai bien compris. Bon, t'as compris la question ? J'ai compris la question. Bon, c'est bon. Et donc, oui, la question est centrale par rapport à ce petit livre, parce que souvent, quand on parle du mépris d'Emmanuel Macron en particulier, et de manière plus générale, des processus de mépris, de dédain, alors moi, j'emploie jamais le terme élite, je te le dis tout de suite, des dominants, hein, de ceux qui nous exploitent, des oligarques, voilà, et donc... Ce qu'il y a de nouveau dans cette analyse de ce petit livre, c'est de montrer que le dédain, le mépris font désormais partie intégrante de la violence de classe des capitalistes sous le capitalisme radical que nous connaissons avec le néolibéralisme. Le néolibéralisme, c'est ce moment du système capitaliste où tout est financiarisé. Tout doit rapporter de l'argent aux dividendes, y compris ce qui relevait en tout cas du commun de notre humanité. Je pense à la santé, à l'enseignement, à l'information. Voilà, par l'Humanité et quelques autres journaux, c'est vrai qu'on sait grâce à Acrimed que 90% des grands médias sont détenus par des milliardaires. Et ça, cette financiarisation est une atteinte à la démocratie sans précédent. Et j'ouvre ce petit livre par une introduction sur le fait que les capitalistes savent, depuis la création de la trilatérale en 1973,
que la phase néolibérale qu'ils sont en train de lancer, ils ont toujours une longueur d'avance sur nous puisque c'est eux qui sont les décideurs, que la démocratie ne sera pas compatible avec le capitalisme néolibéral. Et là, nous sommes là, dans cette phase autoritaire que nous traversons, et mieux vaut avoir conscience que ça sera désormais notre quotidien, que nous allons être déshumanisés, stigmatisés, écrasés, humiliés par toutes ces phrases de dédain. Et nous, au lieu de cela, nous devons les analyser et comprendre exactement que c'est encore une nouvelle forme de violence qui est exercée contre nous par l'oligarchie. Alors, il y a une phrase de Macron que je trouve incroyable, je crois que c'est ma préférée d'ailleurs. Il dit, je ne sais plus trop dans quel contexte, « La vie d'un entrepreneur, elle est bien souvent plus dure que celle d'un salarié, il ne faut jamais l'oublier. Oui. » Parce qu'il peut tout perdre, lui, et il a moins de garanties. Alors, tu as croisé beaucoup de grands patrons dans ta vie, enfin toi et Michel évidemment. Est-ce que ce type de phrase, on a presque l'impression que c'est un gag ou de la provocation, est-ce que ça reflète vraiment, tu penses, leur façon de voir le monde? C'est vraiment comme ça qu'ils se vivent, ces gens-là? Ben, je dirais à la fois oui et à la fois non. Parce que c'est vrai que leur habitus de classe, ils sont construits vraiment comme étant persuadés qu'ils sont supérieurs à nous tous. Hein, ils sont supérieurs, ils ont une éducation qui véhicule des valeurs alors de partage et d'effort, mais c'est au sein de leur entre-soi, au sein des beaux quartiers, au sein des dynasties familiales. Ils doivent être dignes de leur héritage. Non mais vas-y, tu peux continuer, on t'entend, c'est dehors. Ils doivent être dignes de leur héritage, ils doivent mériter le fait qu'ils aient le droit, avec les titres de propriété dont ils ont hérité de leurs ancêtres et qu'ils devront transmettre donc aux générations futures, ils ont le droit d'exploiter et de dominer les autres. Et ces autres-là, les classes moyennes et les classes populaires, ne sont rien à leurs yeux. Nous sommes déshumanisés. Ça, c'est vraiment très important à comprendre, parce qu'avec la déshumanisation, avec le mépris, on peut aller très loin dans la violence à l'égard d'autrui. Donc ils se pensent effectivement pour une caste supérieure. Vous voyez, autrefois, il y avait l'idéologie du sang bleu, c'est-à-dire que la noblesse qui était très préservée des rayons du soleil, puisqu'elle n'avait pas à travailler à l'extérieur, leur peau était tellement blanche que l'on voyait les veines, d'où cette idéologie du sang bleu. Et là, ils ont des corps qui sont différents des nôtres. Hein, alors, c'est pas du tout la Monique que vous voyez là. Donc, il n'y a pas de franges, parce que la frange, ça fait mauvais genre. Ils sont grands parce qu'ils sont bien, je sais pas, ils sont bien nourris. Moi, j'ai été mal nourrie. Ils se tiennent bien, ils bredouillent pas, ils sont éloquents. Et donc, cette certitude d'être d'une essence différente, d'être supérieur à nous tous, fait que... Alors, quelle était ta question? Je sais même plus, mais c'est pas grave, continue. Si, non, vas-y. Non, c'était sur cette phrase hallucinante, là, tu sais, l'entrepreneur, enfin la vie de l'entrepreneur. Oui, c'est ça. Donc, ils sont persuadés, en effet, que c'est eux qui prennent des risques en nous prêtant généreusement leur argent pour nous donner en bon Seigneur, merci pour tous ces emplois que vous nous donnez, nous vous devons tout, etc. Alors qu'en réalité, et tout ça parce qu'il faut qu'ils se cachent à eux-mêmes l'arbitraire de leurs privilèges. C'est complètement arbitraire de naître à Neuilly ou à Bobigny. Et donc, cet arbitraire, eux-mêmes doivent se le cacher. Ils nous le cachent, cet arbitraire, en mettant des couches de sous-traitance, en nous faisant subir une propagande qui nous fait croire que c'est nous qui coûtons cher, que c'est nous qui sommes des bons à rien, que c'est nous qui sommes des poids à tirer, alors que les vrais parasites, les fainéants, les fraudeurs, c'est eux.
Dans le livre, il y a une espèce de dialogue qui s'instaure, mais c'est évidemment un dialogue de sourds, entre d'un côté les petites phrases d'Emmanuel Macron, on en a cité une, et de l'autre les slogans que tu as entendus en manif. Quel regard tu as porté sur ce mouvement social auquel tu as participé, je crois, depuis le premier jour? Oui, alors j'ai essayé d'avoir un langage scientifique, de sociologue, sur ce mouvement des retraites que j'ai analysé dès le départ comme un enjeu existentiel. Ça n'est pas un enjeu administratif, technocratique, sur 2 ans de plus ou 2 ans de moins. C'est en réalité un enjeu existentiel parce que aujourd'hui, amputer l'avenir des ouvriers qui ont déjà 6 ans d'espérance de vie de moins que les cadres, amputer leur avenir de 2 ans de plus de travail, c'est, je veux dire, aller direct du boulot au caveau. Et cette expression, je ne veux pas aller du boulot au caveau, c'était des pancartes dont j'avais relevé les titres, les slogans sur mon petit carnet au cours des manifestations. Parce que je trouvais que c'était bien, dans le projet de ce petit livre, qui correspondait pile à tout ce que je pouvais désirer à ce moment-là de la violence du capitalisme, c'est-à-dire un mouvement unitaire avec l'intersyndicale qui non seulement permettait aux syndicats de manifester ensemble, mais en plus coordonnait l'ensemble des mouvements liés au syndicalisme. Pareil pour la politique avec la NUPES. Et c'est comme ça que je m'imagine qu'on va pouvoir en finir avec le capitalisme. C'est-à-dire, plus nous continuerons à nous diviser, plus ils boiront du champagne dans les salons des cercles. Plus nous continuerons à nous diviser, moins nous sortirons du capitalisme et nous transformerons nos idées en réalité. Donc, on ne sera jamais d'accord, c'est pas possible, on est les plus nombreux. Donc ça, il faut vraiment se le mettre dans la tête. Il faut se respecter malgré tout et espérer que les instances de coordination qui sont déjà en place et celles que nous allons continuer à créer pour poursuivre ce mouvement, ces instances de coordination vont créer une dynamique supplémentaire pour arriver à réaliser notre projet d'une société de partage, d'humanité. On ne sait pas comment la désigner, en tout cas tout sauf le capitalisme. Alors, il y a un slogan sur lequel j'aimerais qu'on s'arrête un peu, parce que tu t'arrêtes, je crois que c'est comme ça que le livre se termine. Enfin, j'ai pas envie de spoiler pour ceux qui ne l'ont pas lu. Hein. Mais à un moment, tu relèves évidemment ce slogan qui est presque devenu l'emblème de la bataille des retraites. On est là, même si Macron ne le veut pas, nous, on est là. Et en fait, pour moi, ce slogan, effectivement, ce qui dit d'intéressant, il me semble, c'est qu'au-delà de la victoire finale, ce que les gens voulaient, c'était juste occuper l'espace public et montrer au pouvoir qu'ils n'étaient pas d'accord. Est-ce que c'est l'image que tu as aussi comment est-ce que tu interprètes ce slogan? Oui, enfin, en tout cas, je te trouve malin, même si tu n'en as peut-être pas conscience. Non, certainement pas. C'est que, effectivement, la chanson « On est là », qui fait la conclusion, l'épilogue du petit livre « Le méprisant de la République », c'est parce que cette chanson-là a détrôné, de fait, dans les manifestations, c'est en tout cas le résultat de mes observations, a détrôné l'Internationale, a détrôné même Bella Ciao, enfin des chansons qui étaient régulièrement chantées. Et le « On est là » est la chanson partagée par tous les syndicats, par tous les partis politiques. Et du coup, je me suis dit, mais là, on est vraiment... si cette chanson perce comme ça, c'est que les manifestants, les militants, veulent dire quelque chose qui est beaucoup plus important que le simple « on est là ». Que se cache-t-il derrière ce « on est là » ? Et je me suis dit, le dédain d'Emmanuel Macron, le fait que quand il est dans une gare, il rencontre des gens qui réussissent et des gens qui ne sont rien, eh bien le « on est là », ce slogan qui
qui fait l'unité avec cette musique entraînante. Enfin, cette musique, on va même pouvoir peut-être faire un petit intermède en la chantant ensemble, comme ça va nous permettre à Monique de respirer. Mais je termine avant qu'on se mette à chanter. Au fond, c'est ce déni de présence qui est contesté derrière cette chanson. On en a marre d'être invisible, on en a marre d'être rien, on en a marre d'être critiqué. Voilà, donc on est là. Alors, tu chantes ? Moi je chante très très faux, donc il va falloir que vous nous aidiez. Hein. Alors, on est là. On est pour ailleurs, pour un monde meilleur. Personne ne le veut pas, nous on est là. On est là, on est là. Si qu'on ne le veut pas, nous on est là. On est travailleurs et pour un monde meilleur. Si on ne le veut pas, nous on est là. Ouais. Et donc, vous avez compris que cette chanson, derrière cette chanson, on est tous unis, même Macron, même combat. C'est un slogan, alors corrige-moi si je me trompe, je crois que c'est les Gilets jaunes, non, les premiers à l'avoir chanté, il me semble. C'est ça, hein? Bien sûr. Bien sûr. Alors je raconte justement l'histoire de cette chanson, parce que d'abord ça part d'un problème sportif à Lens, où les supporters sont pas contents des joueurs qui ont mal joué. Et puis les cheminots, quand ils font la grève contre la privatisation du chemin de fer en 2018 ou 19, je ne me rappelle plus très bien les dates, peu importe. Il y a un type que je connais, un grand cheminot qui fait, je peux vous assurer, il fait 2,40 m. Et quand il me demande une dédicace, je lui demande de se coucher et je signe sur son dos parce que je suis trop petite, il est beaucoup trop grand. Et bref, ce Clément d'Argonne, qui a son nom dans la conclusion, il a adapté cette chanson des supporters de Lens pour les cheminots. Avec nos marmots contre Macron, enfin, etc. Puis, les cheminots arrivent en gare de l'Est, en gare de Lyon, pardon, pour l'acte 3 des Gilets jaunes, avec cette chanson des cheminots. Et tout d'un coup, ils se rendent compte que les Gilets jaunes leur font la gueule. Ils ont l'impression que les cheminots arrivent pour leur donner des leçons. Alors tout de suite, Clément et ses camarades se mettent dans un petit coin de la gare de Lyon et changent la chanson pour qu'elle devienne ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Et ils reviennent sur la scène au milieu des Gilets jaunes, ils chantent cette chanson et les Gilets jaunes disent « Ouais, trop fort, banco !» Et ils partent tous ensemble, Gilets orange et Gilets jaunes tous unis. Et c'est comme ça que cette chanson est devenue la chanson de l'unité du combat contre Macron et ses chiens de garde, quoi. On peut l'applaudir. Vous ne connaissez pas l'histoire là? Moi personnellement j'ignorais cette histoire, donc je suis ravi de l'avoir apprise là. Face aux Gilets jaunes et aussi face au mouvement des retraites, on voit quand même que le pouvoir néolibéral déploie une violence qui est de plus en plus spectaculaire. Aujourd'hui c'est dangereux objectivement de descendre dans la rue, on peut se prendre un tir de flashball dans l'œil, enfin c'est quelque chose qui est physiquement dangereux, on met en danger sa vie. Comment est-ce que tu expliques cette forme de radicalisation du pouvoir néolibéral qu'on voit en France, mais pas seulement en France d'ailleurs? La radicalisation, elle est totale, c'est-à-dire qu'elle concerne les violences policières dont tu viens de parler, elle concerne aussi le bafouement de la démocratie, avec l'utilisation de tous les articles possibles et imaginables qui peuvent être instrumentalisés par l'exécutif pour arriver à faire passer au forceps une loi contre laquelle les 3/4 de la population active y sont opposés, le recul de l'âge de la retraite de 2 ans, de 62 à 64 ans. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Le mépris de classe. On a un peu vraiment la totale.
Et une fois la réforme, mais qui a été au forceps, parce que même dans les moindres détails, à peine le Conseil constitutionnel, qui est une institution qui est aux ordres de l'exécutif, c'est-à-dire ça n'est pas un contre-pouvoir, parce que quand on analyse, comme je l'ai fait dans ce petit livre, les systèmes de cooptation sociale qui font que sont au Conseil constitutionnel ceux qui sont prêts à servir et à dire amen aux décisions importantes pour la survie du système capitaliste en France, à donner leur aval. Les sages, alors c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'ils habitent les beaux quartiers, ils s'appellent les sages, ils sont immortels, hein, les immortels de l'Académie française. Et voilà, ils sont toujours affublés, ils ont des corps de classe minces, ils parlent bien, ils sont éloquents. Et nous, pauvres bougres, on est mal formés, on est gros, on se tient pas bien, on est bossu. Bref, rien ne va, quoi. Et donc au fond, ils s'accordent toujours plus de droits de nous exploiter, de nous dominer. Et comme là, avec le dérèglement climatique, toutes les formes d'inégalité sont en train de s'enchevêtrer les unes dans les autres, dans un espèce de bouquet final du feu d'artifice du capitalisme, ben voilà, du coup, la radicalisation du capitalisme appelle, comme dans la cour de récréation des enfants, la meilleure défense, c'est l'attaque. Ce sont eux qui pratiquent le séparatisme des riches, ce sont eux qui pratiquent le... De quoi je parlais ? Le séparatisme des riches, je sais pas. Oui, alors... Et puis de la... Oh, mais tu devrais écouter attentivement parce que... Je compte sur vous. Mais non, voilà, bon, enfin, peu importe, vous avez tous raison. Alors, comme dans la cour de récréation, c'est eux qui sont radicaux et ils nous accusent, évidemment, d'être radicaux, d'être dangereux pour la démocratie. La meilleure défense, c'est l'attaque. Voilà. Parce que ça leur permet de masquer l'arbitraire. C'est ça qui est terrible. C'est que ça vous paraît compliqué, alors qu'en fait, c'est un conte à dormir debout, comme dans la religion catholique où on vous apprend que la Vierge n'a pas touché Joseph pour faire petit Jésus. Eh bien, là, on nous raconte la main invisible du marché, les marchés financiers qui vont vous punir. Alors là, dans ce petit livre, je montre comment les agences de notation financière font partie de cette oligarchie. C'est-à-dire que ce sont les oligarques et leurs chiens de garde qui évaluent les décisions des oligarchies qui, aujourd'hui, sont à la tête des États. L'État français est aujourd'hui aux mains des familles les plus riches, au service des familles les plus riches serait le mot exact. Alors, vous pouvez applaudir. Tu parles des chiens de garde du capital, enfin de l'oligarchie. J'aimerais qu'on parle un peu de ma corporation quand même. Il y a un passage du livre que j'ai trouvé particulièrement éclairant, qui en dit long sur la manière dont le débat public est cadenassé dans les grands médias mainstream. Tu étais invité en février 2019, au moment de la sortie d'un livre que tu avais écrit avec Michel, sur le président des ultra-riches, qui était évidemment contre Emmanuel Macron. C'était une émission de télé sur France 5 qui s'appelle C'est l'hebdo, je crois. Et il y a une journaliste qui s'est amusée à calculer que j'ai noté parce que ça vaut le coup, sur 54 minutes d'émission consacrée à Emmanuel Macron, on a évoqué votre livre durant 17 minutes. Sur ces 17 minutes, tu en as eu 5 de temps de parole. Et sur ces 5 minutes, tu as été coupé 13 fois. Comment tu analyses cette séquence ? Enfin, qu'est-ce que ça dit en fait du cirque médiatique aujourd'hui, de la manière dont ça fonctionne aujourd'hui ? Ah ben, c'est que ça fonctionne pas du tout dans le bon sens.
C'est-à-dire que effectivement, avant, j'avais la parole facile et Michel, il était fort en écriture et moi, moins forte en écriture, mais meilleure à l'oral que lui. Vous avez eu l'occasion de vous en apercevoir parce qu'on jouait beaucoup là-dessus. Et j'ai vu l'évolution. Avant, je pouvais vraiment parler de notre travail, le développer, être invité à France Culture, France Inter, CNews, BFM TV. Je vous jure que j'ai fait vraiment... j'ai jamais pratiqué la politique de la chaise vide. J'ai été courageuse. Mais là, je dois dire que depuis cette émission, eh bien, d'abord, je suis plus invitée. J'ai même pas à faire la fine bouche. Je ne suis plus jamais invitée. Mais de toute façon, je pense que je n'irai pas. Parce que là, je me suis rendu compte que c'était devenu impossible. C'est-à-dire qu'il ne me censurait pas d'emblée, mais il y avait une mécanique de l'organisation qui est bien décryptée par Acrimed. Et moi, j'aurais jamais osé publier ça si c'était pas Acrimed qui l'avait publié avant moi. Hein. Et puis à un moment, Acrimed me téléphone, ils avaient remarqué qu'il y avait un grand slash. Et c'était une coupure où je n'arrivais plus à me rappeler de quoi je parlais. Puis au cours d'une insomnie, je me suis rappelé, je parlais du siècle, le cercle Le Siècle, qui réunit aujourd'hui les journalistes, enfin pas les Cypriens, machin, truc chouette. Hélas, non. Hein, mais les journalistes en vue, les journalistes des grands médias, ouais, des grands médias, avec les hommes politiques. Hein, c'était le dîner du dernier mercredi de chaque mois. Et ce cercle a aujourd'hui un poids qu'il n'avait absolument pas quand nous avons commencé nos recherches sur cette oligarchie en 1986. C'est-à-dire que le poids de la propagande est aujourd'hui énorme par rapport aux années précédentes. Et à mon avis, tout ça va faire que s'aggraver, puisque la démocratie, c'est eux qui l'ont écrit dans l'introduction de la trilatérale en 1973, la démocratie n'est désormais plus compatible avec le développement du système capitaliste. Mais est-ce que ça... Ouais. Est-ce que ça veut dire, du coup, pour toi, que les intellectuels critiques, entre guillemets, n'ont plus rien à faire sur les plateaux de télévision? C'est un débat qui remonte à Pierre Bourdieu, tu sais, qui lui-même avait théorisé le fait qu'en tant qu'intello critique, il ne pouvait pas aller à la télévision parce que le dispositif était tellement cadenassé dès le départ qu'il n'aurait même pas vraiment le temps d'exprimer sa pensée. Voilà, finalement, tu arrives au même constat aujourd'hui? C'est exactement la même chose. Mais par contre, ça m'a permis du coup de faire non pas une découverte, mais de formaliser quelque chose que je vais vous dire. C'est-à-dire que je me suis rendu compte du fait que je ne vais plus sur ces médias, que je vais sur des médias sur Internet, que je viens ici à la fête de l'UMA, que je fais le tour de tous les partis de gauche et de leur université d'été, que je sais pas, que je suis invitée dans des villages qui fonctionnent en autonomie totale avec sur le plan écologique des architectes, enfin les enfants qui vont même pas à l'école, qui sont élevés à, enfin je vois des choses inouïes. Et donc je me dis, au fond, il y a aussi une autre stratégie à laquelle je n'avais pas pensé jusqu'à présent, c'est que je parle toujours des riches qui évident l'État, notre État-providence. Évider, ça veut dire on prend la proie par tous les bouts de l'intérieur. Hein, on évide. Eh bien, nous, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Moi, je me dis, on peut se battre pour le grand soir anticapitaliste, pour faire une révolution, mais ça n'empêche pas qu'on se crée petit à petit, et on doit continuer à accélérer ce processus d'évidement du système capitaliste jusqu'au beau jour, jusqu'à un jour où ils vont se retrouver, mais merde, on n'a plus de travailleurs, zut, ils ont construit un autre monde tout autour de nous. Est-ce que je suis claire? Bah oui, je crois, ouais. Vous voyez, il n'y a pas de petit combat. C'est ça, je redonne espoir à tout ce que nous pouvons faire à notre échelle. Et petit à petit, on gagnera à l'échelle de notre pays, à l'échelle de l'Europe, à l'échelle de la planète. Voilà, il ne faut pas négliger ça.
les petits combats vont faire les grands combats, à condition toujours qu'il y ait ce système de coordination. Ça, c'est capital. Alors justement, ouais. Ce mouvement social, malgré tout, il s'est quand même soldé par une défaite, encore une, quelque part, parce que ça fait quand même bien longtemps, en gros, on va dire depuis le CPE, qu'un mouvement social n'a pas réussi à faire reculer un gouvernement sur une réforme structurelle, puisque les Gilets jaunes avaient réussi à décrocher des choses, mais évidemment, c'était quand même pas tout à fait la même ampleur. Qu'est-ce que tu réponds, enfin, tu as en partie répondu, hein, mais qu'est-ce que tu réponds à ceux qui sont tentés de renoncer et qui viennent te voir en te disant, mais à quoi bon faire grève, à quoi bon manifester, à quoi bon occuper l'espace public? Le capital, de toute façon, ne cédera pas. Alors, je répondrai surtout pas ça, parce que je dirais, à la fin, c'est nous qu'on a gagné. Alors, je vais vous expliquer pourquoi c'est nous qui avons gagné. Dédicace à Fakir de François Ruffin. Ben oui, justement. Tu es gentil de le préciser. Non, moi, je m'approprie les choses des autres sans les citer. En bonne capitaliste, tu as raison. À la fin, c'est nous qu'on a gagné. Donc, oui, nous sommes sortis vainqueurs. Et j'ai fait ce petit livre en quelques semaines. Hein. Franchement, c'est précisément pour que vous n'oubliez jamais le côté inédit, le côté déterminé, le côté unitaire, le côté franchement formidable, joyeux, avec des chansons, parce que là on a parlé de On est là, mais dans ce petit livre, je suis arrivée à mettre une autre chanson qui est un pastiche du Déserteur de Boris Vian, une lettre. Alors là, on ne va pas la chanter parce que je pourrais la chanter que moi toute seule et je chante bien trop mal, mais vous pourrez la chanter collectivement quand vous aurez vu ça dans le petit livre. Monsieur le Président, je vous écris une lettre, et ce sont les militants de la CGT qui ont fait un texte au taquet, super, la chanson est magnifique, et chaque fois qu'on l'a chantée, ça a été extraordinaire. Mais il faut une chanteuse et il faut que tout le monde ait le texte sous les yeux pour qu'on puisse chanter tous ensemble. Donc si vous voulez un mouvement de joie qui est une victoire. Pourquoi c'est une victoire? D'abord, comme je l'ai dit, elle a été acquise par les dominants en manipulant toutes sortes de choses très antidémocratiques. Hein. Qu'est-ce que je peux dire pour qu'on l'a gagnée? On était les 3/4 opposés, ils l'ont gagnée contre la majorité du peuple. Est-ce que ça, c'est une victoire? Non, c'est nous qui avons gagné cette victoire. Et il faut continuer à se battre. Je sais que, par exemple, au niveau de la CGT, il y a des soutiens au personnel qui ont à mettre en œuvre cette réforme des retraites, parce qu'il n'y a pas suffisamment de personnel, ils n'arrivent pas à la mettre en œuvre. Bref, tout n'est pas encore joué, et c'est une question de rapport de force. Mais c'est très important de les invalider, de se dire que c'est nous qui avons gagné sur le fond de notre humanité cette bataille des retraites. Et je suis sincère. Hein. Mais alors, aujourd'hui, il y a une forme de rupture dans le pays avec l'idéologie néolibérale. En fait, en dehors d'une poignée d'éditorialistes, il y a plus grand monde qui croit vraiment dans la loi, enfin la main invisible du marché, les marchés rationnels, etc. Mais ça suffit pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, les gens n'adhèrent plus au système, mais c'est pas pour autant qu'ils se dressent pour le renverser. D'après toi, comment est-ce qu'on s'en sort? Il n'y a pas de débouché politique aujourd'hui. C'est quoi la sortie? Est-ce que c'est l'élection présidentielle? Est-ce que c'est la grève? Est-ce que ce sont les occupations de sites? Est-ce que ce sont les ZAD, par exemple? Est-ce que c'est tout ça à la fois? Enfin voilà, comment est-ce qu'on... Qu'est-ce que tu vois comme débouché? Ma réponse, vous la connaissez, c'est tout ça à la fois. C'est-à-dire que c'est sûrement pas que l'élection présidentielle. Il ne faut surtout pas uniquement avoir leur agenda néolibéral. Comme je vous l'ai dit, nous, on peut avoir notre agenda, nos combats, avancer solidairement et se dire qu'à un moment donné, tout ça, toutes ces petites miettes, toutes ces petites graines que nous plantons vont finir par donner des résultats, à condition toujours qu'on ne se tape pas sur la gueule les uns les autres, à condition que toujours on se tende la main et qu'on se dise on est complémentaires. On ne pourra jamais être pareil, mais on pourra toujours être complémentaires. D'accord. J'avais une question un peu plus personnelle à te poser. Alors, on ne va pas tomber non plus dans du Mireille Dumas.
Mais est-ce que tu peux nous raconter à quel moment de ta vie tu as commencé à te politiser, puisque je sais que tu viens d'une famille plutôt bourgeoise, on peut dire. À quel moment à quel moment tu as commencé à bifurquer finalement? Oh ben, c'est-à-dire que j'ai bifurqué depuis toute petite. Parce que j'étais la fille du procureur de la République, qui ensuite a été avocat général à la Cour de sûreté de l'État, nommé par décret du général de Gaulle. Et puis, disons que la famille fonctionnait beaucoup sous le sceau du patriarcat. Et il n'y avait que mon père qui avait le droit de parler à table. Il y avait 4 enfants et ma mère. Et donc, il n'arrêtait pas de nous parler, par exemple, de Monsieur Joseph Joannovici, qui était un homme d'affaires très bizarre, mais qui avait des liens au début des années 1950 et qui avait été assigné à résidence à Mende, où mon père était procureur de la République. Il y avait François Toscaïès, qui était un psychiatre espagnol réfugié et qui était en Lozère, à Saint-Alban, et qui a véritablement révolutionné la psychiatrie en ouvrant cet asile de fous, comme mon père parlait, cet asile de fous. Il a ouvert toutes les portes, il a développé ce qui s'appelle maintenant l'art brut, enfin, etc. Il y avait le curé qui venait régulièrement manger à la maison. Je voyais mon père avec ses amens et tous ces trucs, alors qu'il n'était pas très sympathique avec sa famille. Donc, si vous voulez, non, moi, mon côté rebelle, franchement, il s'est construit depuis toute petite. Hein. Je peux vous assurer que je devais aller à l'école des bonnes sœurs, l'école maternelle, je devais avoir 3 ou 4 ans. C'était mon père qui m'accompagnait et je me cognais tous les matins sur le même poteau jusqu'à ce que j'aille à l'école publique. Et j'ai gagné. Et donc, par rapport à Michel, qui lui a eu une toute autre enfance, si vous voulez, moi, comme on n'avait pas le droit de parler, j'avais des oreilles. Et puis, je sais pas, j'ai engrangé tous les rapports, comment on fait une carrière dans la magistrature, qu'est-ce qu'on mobilise comme réseau, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on refuse. Voilà, et tout ça est rentré en moi. Et puis, sans le vouloir vraiment, c'était pas vraiment volontaire. Mais au moment où je suis devenue sociologue, et c'est sûrement pas par hasard, j'ai su me rappeler de tout cela. Et ça m'a été très utile. Alors justement, une question à la... Je pense qu'après, je vais passer la parole à la salle, puisque je vous sens bouillonner. Une question à la chercheuse. On vous a beaucoup attaqué pendant toute votre carrière universitaire avec Michel. Pour votre engagement politique, on vous reprochait de manquer de neutralité. Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui affirment encore aujourd'hui qu'on ne peut pas être un bon chercheur quand on a des convictions politiques? Alors, c'est-à-dire que les convictions politiques pour les chercheurs qui revendiquent la neutralité axiologique sont dans un sens, c'est-à-dire si vous êtes dans le sens de l'idéologie dominante et que vous êtes sociologue, vous n'avez pas besoin de vous justifier d'être éditocrate au Point, d'être éditocrate à Challenge, d'être éditocrate au Nouvel Observateur, à Libération, au Monde, enfin je cite tous des journaux qui sont quand même tenus par des oligarques et des multimilliardaires. Mais par contre, si vous êtes contre l'idéologie dominante et que vous menez quand même en plus un travail sur l'oligarchie en toute honnêteté, parce que vraiment avec Michel, on a tellement réfléchi à cette histoire de neutralité axiologique que nous avons toujours contesté, nous ne l'avons jamais appliqué, quels que soient nos travaux de recherche, parce que nous nous sommes dit, la meilleure façon d'être neutre, c'est de donner à voir la méthode avec laquelle nous travaillons. Donc la première chose, c'est savoir qui sont les sociologues qui travaillent, comment ils travaillent, quels indicateurs ils ont mobilisés, quels gens ils ont interviewés, comment ils ont assuré le retour de l'enquête auprès de leurs enquêtés. Tout un travail de transparence
que nous avons toujours fait et qui est allé jusqu'à ce que Michel et moi, on soit chaque année à la place de... Enfin, Michel à la place de Cyprien, qu'on vienne à discuter avec vous, mais comme on allait passer quand même, il faut le faire, tous nos mois d'août, invités par le comité d'entreprise CCAS d'EDF, dans les campings des maths sous la flotte, à faire des jeux apéritifs sur les grandes fortunes, à organiser des promenades sociologiques, toujours avec le CCAS à Megève, pour aller dîner chez les Rothschild. Voilà, nous avons fait nous avons fait tout cela jusqu'au bout où on sentait qu'on pouvait aller, et nous l'avons toujours écrit, nous l'avons toujours parlé, et ça on a fait des films, on a fait des pièces de théâtre, on a fait un jeu de société. Est-ce qu'il y a beaucoup d'autres sociologues qui se sont mis tout nus devant vous? Non. Non. Bon, je pense que je vais vous donner la parole. Donc, il y a quelqu'un qui va venir avec un micro. N'hésitez pas à lever la main. Ah, voilà. Tout d'abord, félicitations d'appeler un chat le capitalisme. Parce qu'effectivement, on tourne parfois autour. Deuxièmement, bien associer la classe ouvrière et les classes moyennes. Mais il y a quand même un petit peu un oubli qui aujourd'hui, notamment au niveau politique, qu'il faudrait bien qu'on mette dans le capitalisme et dans les oligarques, c'est ce qui arrive un petit peu en sous-main, les Le Pen, les Zemmour et tout ça, et qui trompe énormément. Et je pense que là-dessus, il y a aussi besoin de clarifier. Et puis, quand même aussi, le point positif dans tout ce qu'on a gagné là, par rapport à ce qu'on a combattu des retraites, notamment où on n'était pas dans l'unité, quand on a battu la retraite à point. Et aujourd'hui, c'est quand même une victoire que l'on a eue, parce qu'on a écrasé ce mauvais système, et notamment dans l'unité syndicale. Mais là, je voudrais que tu nous dises aussi un mot par rapport à ce danger d'extrême droite qui la gangrène, et moi je viens du Pas-de-Calais et j'en sais quelque chose. Alors, comment, Monique, tu veux répondre directement ou on prend plusieurs questions, comme tu veux? Non, vous avez pu constater que j'ai pas beaucoup de mémoire. Donc tu réponds tout de suite alors je réponds question après question, sinon je peux pas, j'oublierai. Alors donc, pour l'extrême droite et la droite extrême, c'est un peu la même pièce de monnaie, hein, c'est les deux faces de la même pièce de monnaie. Et donc, en ce moment, effectivement, on constate à l'échelle européenne, à l'échelle de la planète, dans cette radicalisation du système capitaliste, avec le dérèglement climatique qui, on le sait tous les jours, est là et va être hautement destructeur pour l'habitabilité de la planète, va être autrement destructeur pour les plus pauvres, vont être plus en difficulté qu'évidemment les plus riches. D'ailleurs, on le voit déjà en comparant les pays occidentaux riches avec les pays africains, les pays asiatiques, tous les pays du tiers-monde ou des pays pauvres en tout cas, qui subissent de plein fouet le dérèglement climatique d'une façon bien plus tragique que ce que nous connaissons aujourd'hui, nous. Hein. Et donc, tout cela fait monter l'autoritarisme et donne du pouvoir à l'extrême droite. Mais l'extrême droite, alors que ce soit Zemmour ou Marine Le Pen, moi, la seule chose que je puisse dire de manière fondée sur des recherches, c'est le fait que ce sont quand même des représentants de cette oligarchie, hein, avant toute chose. C'est-à-dire que, je ne me rappelle plus, on a fait un travail dans notre petit livre « Sociologie de la bourgeoisie » où on avait présenté une dizaine de responsables du Front National qui étaient issus de l'aristocratie d'Ancien Régime. Voilà, alors c'était... comment ça, on avait bien un point d'interrogation? La noblesse au service du lumpenprolétariat, point d'interrogation. Donc, si les ouvriers, si les gens modestes se font avoir par l'extrême droite, je pense que nous avons collectivement une responsabilité énorme
dans ce qui se passe, parce que c'est nous qui devons aller au contact des ouvriers et de tous les électeurs du nord de la France. Vous avez dit que vous étiez du Pas-de-Calais, parce que, par exemple, Zemmour a fait des scores incroyables dans les beaux quartiers pour les élections, pour le premier tour des élections présidentielles. Pas Marine Le Pen. C'est vrai que Marine Le Pen, elle est toujours assez bas dans les beaux quartiers. Mais voilà. Et donc, ce qui est important par rapport à l'extrême droite, c'est quand même de se retourner la question à nous-mêmes. Parce que je pense sincèrement qu'il y a une défaillance de la gauche en général dans ce qui s'est passé par rapport à la classe ouvrière qui nous a quittés pour l'extrême droite. Il faut faire attention de ne pas se créer de faux boucs émissaires, et il faut quelquefois savoir retourner les problèmes vis-à-vis de nous-mêmes. Et je pense que précisément pour la prochaine présidentielle, il faudra trouver le bon candidat, la bonne candidate qui soit capable, et il n'y en aura pas 36 000, qui soit capable d'empêcher l'extrême droite de prendre le pouvoir. Parce que ça, c'est important d'arriver à l'empêcher, mais ça ne se fera que si nous faisons notre travail auprès de ceux qui votent aujourd'hui Front National. Une autre question, je vois qu'il y a une main qui se lève tout au fond là-bas. Ah, ça. Soutenu par les laboratoires Fabre qui veulent construire l'autoroute de Castres à Toulouse, et pour ça éliminer des dizaines d'hectares de terres arables et des centaines d'essences de platanes, de châtaigniers, etc. Pendant 10 jours, il a fait la grève de la faim là-bas au perché sur un arbre. Très peu de buzz médiatique. Je ne sais pas si beaucoup de gens ont entendu parler de cette lutte. Okay. Là, maintenant, il est boulevard Saint-Germain, dans un platane, au 246 boulevard Saint-Germain, et il est à son 12e jour de grève de la faim. Donc, je sais que tout est dans tout, hein, quelque part, avec le capitalisme, et en l'occurrence les laboratoires Fabre, soutenus par les tutelles régionales, font tout pour faire que ce projet d'autoroute persiste. Lui, Thomas Braille, aujourd'hui, il résistera jusqu'au bout. Jusqu'au bout, vous voyez ce que ça veut dire. Donc j'aimerais que tous les gens qui peuvent aller le soutenir et tous les gens qui peuvent manifester le maximum de buzz sur les réseaux sociaux ou dits sociaux ou dans la presse classique puissent soutenir son combat qui est le nôtre, celui de nos enfants, de nos petits-enfants. Merci. Oui, alors on me précise, mon collègue ici me précise que construire une autoroute entre Toulouse et Castres aujourd'hui fait gagner 15 minutes de trajet. Merci. Tu veux réagir ou on fait... Non ? Bon, en tout cas, on va faire reconnaître. J'avoue que tu m'apprends quelque chose. Hein. Je viens de voir qu'il y a un article sur Reporter, mais ouais. D'accord. C'est noté. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole, poser une question à Monique ? Oui. Allô ? C'est bon ? Il y a une question là. Bah, tu vois où c'est ? Très vite, moi, ma question, je suis là. Ma question, voilà. On est des millions à partager le constat que vous venez de nous présenter. Maintenant, notre problématique, c'est pourquoi on ne parvient pas à créer cette union de la gauche ? On l'a vu lors des dernières élections. Et qu'est-ce qu'il nous faut faire pour que, en 2027, on retrouve une gauche unie, comme ce qui avait permis de la remporter, l'élection, en 81 ? Alors, petite question, tu as 3 minutes. Facile. Écoutez, c'est compliqué parce que si vous voulez, il y a l'histoire qui est derrière nous. Les partis politiques se sont constitués avec une certaine histoire après la Seconde Guerre mondiale, voire même avant la Première.
C'est vrai que c'est difficile de dire on va casser la logique des partis politiques et voilà. Non, je pense qu'il faut vraiment, moi je suis vraiment militante pour cette histoire d'instance de coordination, parce qu'on ne peut pas rayer comme ça d'un seul coup l'histoire qui est réifiée dans des institutions. Par contre, par rapport aux élections, on peut par exemple justement créer une instance qui va exiger, qui va organiser la lutte pour la reconnaissance du vote blanc dans les suffrages exprimés. Ça, c'est une première chose. On pourrait aussi organiser une association qui se batte contre les abstentions ou faire d'une pierre deux coups en allant, parce que les abstentions, c'est surtout les milieux les plus défavorisés, en allant faire du porte-à-porte pour convaincre les ouvriers et les membres des classes moyennes de ne plus voter pour le Front National et de ne plus s'abstenir. Quelque chose, on crée pour les prochaines élections quelque chose qui n'appartient pas seulement aux politiques, qui sont des gens peut-être respectables, mais qui bien trop souvent captent la politique qui est notre bien commun à nous tous, pour en faire des carrières professionnelles, pour en faire des choses qui appartiennent à tel ou tel parti ou à tel ou tel syndicat. Non, ça nous appartient à tous. Mais à nous aussi d'aller au charbon, d'organiser des comités de soutien. Si on choisit un président, un candidat qui nous convient, on organise des comités de soutien dans toute la France et on se partage le boulot. On va au boulot tous ensemble, avec toujours des instances de coordination, afin que la dynamique de cette mobilisation produise des effets concrets vers une démocratisation infiniment plus puissante que celle qui existe. Parce que franchement, la propagande pour les élections est faite uniquement par des milliardaires. Les instituts de sondage appartiennent à des milliardaires. Les dons, ceux qui ont de l'argent peuvent faire des dons qui sont défiscalisés, c'est-à-dire que c'est nous qui payons les candidats des plus riches. Enfin, écoutez, le vote blanc qui n'est toujours pas comptabilisé, si ça c'est démocratique, non, c'est pas possible. Donc on a à notre portée la possibilité de faire des tas de choses et nous ne les faisons pas parce que nous sommes tétanisés, nous n'arrivons pas à prendre des décisions, nous sommes défaitistes parce que il faut tout le temps des instances de coordination. Je vous donne juste un exemple que je donne chaque fois, mais que je sais que ça rentrera dans vos têtes. La grande bourgeoisie dans le bois de Boulogne, qui est pourtant un bois public, il est devenu, il s'est privatisé peu à peu au bénéfice de cette oligarchie qui a installé des cercles, qui a le bois de Boulogne maintenant appartient pratiquement à LVMH, à Bernard Arnault, la Fondation Louis Vuitton, le jardin d'acclimatation, maintenant le musée des métiers d'art qui va ouvrir et qui va encore agrandir les propriétés de Bernard Arnault. Alors je m'emballe et j'oublie où je vais. Alors, ils ont créé, ces riches, 20 associations de défense du bois de Boulogne. Ils sont mobilisés, hectare par hectare, pour empêcher qu'il y ait un centre d'hébergement pour sans-abri, pour empêcher qu'il y ait des HLM aux abords du bois de Boulogne, pour essayer de freiner la prostitution, etc., etc. Et puis, ils ont une 21e association qui s'appelle l'Association de coordination des associations du bois de Boulogne. Et voilà. Et nous devons arriver à faire des choses comme ça. C'est pas difficile. C'est des espèces de poupées russes. Nous sommes capables de le faire. Pourquoi ne le faisons-nous pas ? Une autre question peut-être ? Ah, ouais. Bonjour. Déjà, merci beaucoup pour votre intervention. J'aime beaucoup vos travaux. Moi, j'ai une question sur la perfectibilité du paradigme démocratique dans lequel on se trouve aujourd'hui. On est dans un régime démocratique qui a été décrit notamment par Aristote. Dans quelle mesure est-ce qu'on peut tenter de faire pénétrer les questions sociales et éthiques dans les sphères financières ? Est-ce que c'est quelque chose de possible ? Ou est-ce que cet univers est trop imperméable ? Ou alors faut-il carrément envisager de changer de paradigme démocratique pour tendre vers un nouveau régime ? C'est-à-dire que la pensée dominante
est une pensée qui est segmentée. Vous avez parlé de la finance, de l'éthique, et on aurait pu rajouter plein d'autres choses. Mais si vous voulez, dans les informations qu'on vous donne, on ne vous parle jamais de la classe sociale dominante, on ne vous parle jamais de l'oligarchie. On vous présente toujours le réel de manière segmentée. Alors qu'en réalité, tout se tient. Et dans les beaux quartiers, tout se tient. C'est-à-dire qu'ils s'en tapent du conflit d'intérêts. Ils nous le donnent en pâture. Nous, ils nous disent qu'on ne peut pas être directeur de la BNP Paribas et puis aller devenir président de la Banque centrale française, de la Banque de France. Mais pour eux, au contraire, maître, c'est pas Dominique de Villepin, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, celui qui sortait de la Villefroy de Gallo, voilà, je retrouve son nom, qui sort directeur de la BNP Paribas et qui va directement directeur de la Banque de France. C'est une bronca contre le viol du conflit d'intérêts, c'est un conflit d'intérêts, alors que dans l'oligarchie, ils savent que tout se tient. Et donc, si vous voulez, par rapport à la question un peu pas bien posée parce que vous n'en avez pas les moyens, on ne peut pas résoudre le problème de la finance en introduisant un petit peu d'éthique, en faisant des petites réformettes qui vont servir à rien et qui vont même être un rideau de fumée pour empêcher de voir la violence du système capitaliste, son côté binaire, ceux qui ont les titres de propriété, ceux qui n'ont que leur force de travail, et ils nous compliquent la vie pour que précisément on ne comprenne pas que c'est un conte à dormir debout. Voilà. Et que ce conte-là, c'est fini. Une autre question. Ah oui. Oui, une question, un débat actuel, c'est les élections européennes. Candidat unique de la gauche ou chacun pour soi. Or, l'Europe, qui est l'Europe des marchés, est quand même la seule à avoir la proportionnelle aux élections. Comment on explique cette contradiction? J'ai pas compris là, j'ai pas entendu toute la question. Vous voulez... été clair. Si, c'est une question sur les... Oui, l'Europe, qui est l'Europe des marchés, hein, oui. Les élections européennes sont à la proportionnelle. Oui. Alors que l'Europe de marché, c'est le capital. Comment on explique cette contradiction? Ben ça, moi, j'ai pas travaillé là-dessus, je suis pas capable de répondre. Non, parce qu'en France, on n'a pas la proportionnelle. Il y a peut-être quelque chose à dire sur le côté démocratique ou non de l'Union européenne aujourd'hui. Est-ce que ces élections suffisent à assurer un caractère démocratique? Bien sûr que non. Seulement l'Union européenne. Bien sûr que non. L'Europe a été construite avec l'aide des États-Unis après la Seconde Guerre mondiale, avec des Jean Monnet et des Delors et compagnie. Vraiment, c'est une Europe néolibérale qui nous empêche d'exercer notre propre souveraineté, qui nous corsette. Enfin, je veux dire, c'est un corsetage épouvantable. Non, moi, je suis vraiment très, très critique vis-à-vis de l'Union européenne sans avoir travaillé explicitement dessus, donc je ne m'étendrai pas plus. Nous, c'est vrai qu'avec Michel, on peut nous reprocher d'avoir essentiellement travaillé sur la France, mais c'est vrai qu'en même temps, il suffit de ce qu'on a découvert, le fonctionnement, parce que nous, notre sociologie, elle fonctionne sans capot, hein. Le moteur, le fonctionnement du moteur, vous le voyez direct. Et alors après, vous l'appliquez à toutes les autres oligarchies, au moins du monde occidental. Voilà. Il y a un monsieur qui lève la main ici, je ne sais pas, tu le vois ou pas? On est toujours dans notre temps, parce que je suis crevé, on est toujours dans nos temps. Oui, bon. Encore 10 minutes, ça te va? Ça va. On arrive à ça. Oui, je voulais vous remercier pour vos travaux et je me dis, est-ce que vous pensez que vous avez des... Est-ce que vous pourriez vous lever parce que je suis trop petite, j'arrive pas... Ah voilà, super. Je disais que je vous remercie pour vos travaux. Non mais vous pouvez rester debout. D'accord, ah, d'accord. Ben oui. Et ma question c'est, est-ce que vous avez su ou pu créer à l'intérieur du CNRS ou d'une autre institution une école? C'est-à-dire, est-ce que vous pensez qu'il y a des sociologues
qui se sont nourris de vos travaux pour les approfondir, les élargir, etc. Alors, non, notre travail à Michel et moi est très spécifique dans la mesure où ce que nous avons fait, c'est vraiment un travail méthodique sur plusieurs décennies, avec près de 30 livres, sur l'oligarchie française, une classe sociale au sommet des richesses et des pouvoirs, que nous avons décortiqué par tous les bouts. Hein. Donc ça n'est pas, c'est académiquement irrecevable. C'est-à-dire que nous l'avons imposé. Vous pouvez lire nos mémoires, notre vie chez les riches, en nous mettant en marge du CNRS et en travaillant, en publiant, pour faire en sorte que nous ne puissions pas être licenciés. Notre statut était hautement protecteur. Là, après moi, c'est Bernard Friot qui a écrit des choses sur le statut des fonctionnaires avec le statut de chercheur, qui est une bulle de communisme, puisque c'était une qualification qui nous appartenait, qui n'était pas transmissible, et qui faisait qu'on ne pouvait pas nous licencier. Donc, on en a profité pour accumuler et travailler. Et si vous voulez, alors s'il y a effectivement des chercheurs, je pense à Alizé Delpierre qui a publié l'année dernière ce livre qui a eu beaucoup de succès, Servir les riches. Donc c'était un pan, le service aux familles les plus riches par des femmes et des hommes de milieux très modestes. Il y a d'autres chercheurs qui ont travaillé sur les patrons des entreprises, d'autres qui ont travaillé sur tel ou tel rallye, enfin voilà. Mais toujours de façon découpée en tranches de saucisson. Tandis que nous, à Michel et moi, ce qui nous intéressait, c'était vraiment le saucisson entier. Et ça n'est pas possible, ça ne se reproduira pas. Sauf dans une structure privée, une fondation par exemple qui voudrait qu'il y ait une suite à notre travail et qui financerait des doctorants, des jeunes chercheurs pour poursuivre notre travail, vous voyez. Voilà, c'est ça ma réponse à votre question. Peut-être encore une ou deux questions. Il y a le monsieur là. Oui, alors. Bonsoir, je suis debout là devant vous. Je vois rien moi. Je suis au dernier rang, voilà. Ah voilà, super. Voilà, vous avez utilisé un terme qui m'a un peu choqué, vous avez parlé de classe moyenne. Oui. Alors, n'est-ce pas, on parle d'exploiteurs de l'oligarchie, et les exploités, ce sont les autres. La classe moyenne, qu'est-ce que c'est? Sinon, une classe qui n'a pas conscience de classe. Non, j'ai pas dit ça, parce que je pense qu'aujourd'hui... Vous avez utilisé le mot oui, classe moyenne. Classe moyenne et classe populaire, voilà. Classe moyenne, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est les employés, c'est les cadres moyens, ça correspond à ces catégories sociales de l'INSEE, mais qui en réalité sont aujourd'hui, on peut les rapprocher des classes populaires, parce que finalement, la coupure, vous voyez, quand j'ai donné l'espérance de vie des ouvriers, 6 ans de moins que les cadres, voilà, j'ai pas parlé des classes moyennes, j'ai parlé ouvriers, cadres. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Si on regarde la composition sociologique de l'Assemblée nationale telle qu'elle existe aujourd'hui, eh bien vous avez, alors que les ouvriers et les employés représentent 47% de la population active, ils ne sont que 5,7% à l'Assemblée nationale. Et à l'inverse, les professions supérieures, les professions des cadres supérieurs et professions intellectuelles supérieures et les chefs d'entreprise, qui ne représentent ensemble que 22% de la population active, sont 72% à l'Assemblée nationale. Donc, si vous voulez, il y a comme ça des tassements vers la pauvreté et des tassements vers les richesses et les pouvoirs qui se créent au fil de l'évolution du système capitaliste, qui cherche, si vous voulez, à créer des espèces de zones de sous-traitance oligarchique qui valorisent
les professions intellectuelles supérieures. Voilà, et qui crée un espèce de grand écart avec les classes moyennes et les classes populaires. C'est tout ce que je peux vous dire. C'est une dernière question. Il y a un monsieur au second rang qui demande la parole depuis une demi-heure. Donc peut-être qu'on va lui donner... Ah, il y a quelqu'un juste derrière aussi. Oui, on a beaucoup parlé d'idéologie dominante. Donc je voudrais savoir, comme vous avez parcouru pas mal de gens de diversité de cette classe dirigeante, diversité qui est quand même une certaine cohérence, si vous avez eu beaucoup d'écho de la position de Kessler dans son interview au journal Challenge, vous savez, qui était en fait un réassureur, donc celui qui assure les assurances et donc qui est au nœud du système, qui voit l'évolution du taux de profit et qui a décrit la stratégie que doit avoir la classe dirigeante actuellement. Est-ce que je peux résumer cette position qu'a prise Kessler, où il disait il faut déchirer, c'est textement me dit, il faut déchirer le programme du CNR, oui. Et que maintenant c'est possible, maintenant que le Parti communiste est affaibli, et qu'on peut s'en passer dans l'affrontement, c'est pratiquement dit dans ces termes-là, et que la CGT a été plus ou moins déboussolée dans tous ses fiefs. C'est l'interview de Kessler au journal Challenge. Il a été aussi vice-président du CNPF, quand il y avait encore le CNPF. Est-ce que cette idéologie, qui est une stratégie précise et des objectifs précis, elle est partagée par l'ensemble de l'oligarchie? Bien sûr qu'elle est partagée. Merde, je vais me casser la gueule. Bien sûr qu'elle est partagée. C'est-à-dire que la grosse révolution que nous, Michel et moi, on a bien connue en 1997, avec effectivement Denis Kessler et le baron Ernest-Antoine Seillière de Laborde, qui transforme le CNPF en MEDEF, en mouvement des entreprises, des mouvements des... Bon, voilà, j'arrive plus à me rappeler, je suis trop fatiguée. Mais si vous voulez, ça, c'est une contre-révolution néolibérale de la plus haute importance. C'est-à-dire qu'ils ont renversé, cette année-là, à ce moment-là, de la fin du XXe siècle, ils ont renversé la lutte de classe. Ils sont devenus les créateurs de richesses, ils sont devenus les créateurs d'emplois, ils sont devenus ceux qui devaient être rémunérés beaucoup, beaucoup, et les autres ne sont plus que des charges et des coûts. C'est le coût du capital qui aujourd'hui nous pose tous les problèmes, pas le coût du travail. Est-ce que vous vous rendez compte que les travailleurs sont passés dans des normes comptables, des charges, des coûts? Tout ça s'est passé avec cette refondation du patronat. Et voilà, et donc c'était comme nous, on était vraiment au cœur de ce travail sur la classe dominante. On s'est dit, alors là, c'est un coup de force idéologique sans précédent. On a écrit, je me souviens, un long article pour Le Monde diplomatique sur cette question, tellement on avait la rage au ventre. Mais oui, c'est ça, c'était une stratégie. Tout se passe comme si c'était une stratégie, effectivement, de mise à bas de tout ce qui avait été construit sous l'État-providence. Vraiment, vous avez parfaitement raison. Donc, on ne va pas terminer sur une note aussi triste. Comment on peut faire? Enfin... Ah voilà, on est là. Allez, on y va. Ben, allez. On est là. Pour un monde meilleur. Nous, on est là. On est là. On est là. Je ne veux pas, nous, on est là. Pour un monde d'ailleurs et pour un monde meilleur. Je ne veux pas, nous, on est là. On est là. Merci beaucoup à vous tous d'être venus. Merci à Monique. Et bonne fête de Lima à tout le monde.